Bonjour Sylvie Timonier, présidente de l'entreprise du même nom, Timonier. Bonjour. Et bienvenue sur la scène du Cercle. Et salut Mathieu Hélouin, directeur exécutif en charge du conseil. Bonjour. Tout le monde va bien, ça va, vous passez une bonne Impeccable, journée. on court après. Voilà, un bon bic, ça court partout. Oui, c'est ça. Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise Timonier? Alors Timonier, nous on est concepteurs et constructeurs de machines spéciales d'emballage souple pour emballer des produits sensibles. Donc soit des produits qu'on va s'injecter, donc tout ce qui est fabrication de poches de perfusion, filtre à sang, des produits que l'on va ingérer, donc tous les sachets souples, les sachets doigts pack qui tient debout, dans lequel on retrouve le sucre, pâte à gâteau, compote, l'emballage du lait, de l'eau, des jus de fruits, et puis tout ce qui va être berlingot, de javel, adoucissant, toutes les éco-recharges en souple en fait qu'on va trouver pour le shampoing, savon liquide. Et on a un dernier secteur d'activité qui est vraiment très industriel où on vient souder les matériaux souples. Donc nous on fait les machines que l'industriel va utiliser pour fabriquer ses propres produits. J'ai dit, c'est Sylvie Guinard, hein, Oui. Je suis allé très très vite sur la présentation et j'ai sauté une ligne. Mathieu, directeur exécutif en charge du conseil chez BPI France, comment vous accompagnez des chefs d'entreprise comme Sylvie chez BPI France? Eh bien, écoute, on a toute une gamme qu'on appelle la gamme... alors, moi, je représente la gamme du conseil. Donc, la partie soft. Oui. Et la gamme du conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment des accélérateurs, qui sont des programmes collectifs. On embarque plusieurs entrepreneurs et on va travailler avec eux leur feuille de route, l'alignement de la stratégie avec les moyens humains, les process, les opérations, pour derrière les aider à grandir, à accélérer. Donc c'est ça, on fait beaucoup de missions de conseil, on en a fait 8700 l'année dernière, auprès d'entreprises diverses et variées sur tous les territoires. Et puis on fait de la formation. Hein. La formation, parce que c'est aussi une façon derrière d'acculturer sur des sujets. Et beaucoup d'entrepreneurs, notamment les petites entreprises, elles aiment bien la formation en ligne parce qu'elles peuvent apprendre beaucoup de choses le soir, le week-end, de leur côté. Qu'est-ce que, dans le contexte actuel, Mathieu, je pense qu'on peut poser une question à Sylvie un peu sur son état d'esprit aujourd'hui à Big. Sylvie, dans quel état d'esprit es-tu? Oula, dans à la quel vue état du d'esprit? contexte. Alors, aujourd'hui c'est clair que, puisqu'on est dans le stade vérité, hein, tu es 100% au stade. L'ambiance est un peu morose. Mais en même temps, c'est ce que je disais en intervenant ce matin, c'est aussi une période pendant laquelle, mine de rien, on court un peu moins après le temps. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, on se pose un peu pour réfléchir à la suite. Et finalement, revenir un peu sur les fondamentaux et voir un peu comment est-ce qu'on a envie de créer, prédisposer nos entreprises pour la suite. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt une période un peu plus intense de réflexion sur laquelle, alors que les équipes sont en train de courir après l'opérationnel pour boucler un peu les années compliquées, nous, il faut qu'on prenne un peu de hauteur et justement, on puisse les accompagner dans cette prise de vue et c'est important de le faire. Donc voilà, aujourd'hui, on est un peu moins dans l'opérationnel pour être beaucoup plus sur de la prise de hauteur. Puis des moments comme Big aussi, ça permet déjà de pouvoir se ressourcer auprès de plein de confrères, de pouvoir échanger. Partager. Exactement. Ouais. Et puis voilà, de pouvoir ouvrir un peu les chakras et d'ouvrir les possibles. Et puis c'est toujours un moment boostant. Mathieu, tu es dans quel état d'esprit, toi? Écoute, moi je suis à fond. Tout BPI France, on est à fond parce que dans le contexte qu'on connaît, d'incertitude, d'instabilité gouvernementale, les concurrences, les nouvelles, souvent que nous ramène la presse, où il y a une fascination pour le négatif, et bien nous, on a envie d'être un peu un îlot de stabilité pour les entrepreneurs. On a envie d'avoir une démarche de s'inscrire dans la durée auprès d'eux, et à contrario, d'être justement le partenaire vers qui ils peuvent se tourner dans ce moment qui n'est pas simple, comme l'a décrit Sylvie, et sur lequel nous, on doit s'engager totalement. Parce que c'est aussi ces moments-là, une émission de BPI France, c'est d'être contracyclique. Donc quand le cycle est un peu moins favorable, quand le marché tire un peu moins, et comment justement on va aider les entrepreneurs et les entrepreneuses comme Sylvie. Et donc nous, on est toujours optimiste, pragmatique. On a partagé les vérités tout à l'heure sur scène, Nicolas les a dit, c'est pas facile, mais voilà, justement, il est urgent quand même de continuer à avancer dans ce contexte, comme dit Sylvie, de prendre un peu de recul, et sans doute va émerger un nouveau chemin, une nouvelle voie. Sylvie, est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui dans l'industrie en France? Évidemment, heureusement. Oui, bien sûr qu'on peut réussir dans l'industrie. Mais par contre, effectivement, on ne fait plus forcément de l'industrie comme on le faisait auparavant.
Et en particulier, on ne peut plus faire... alors déjà forcément le même type de métier que celui qu'on faisait auparavant, mais on ne le fait plus de la même manière. Parce que déjà, on a des collaborateurs qui ne fonctionnent plus comme fonctionnaient nos anciens dans nos structures d'entreprise. Ils ne sont plus dans les mêmes attentes et ce n'est plus le même type de boulot. Et puis je dirais en plus, le métier qu'on est amené à faire de plus en plus pour chacun d'entre nous est très très tourné vers de la technologie, mais pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment intégrer de la mécanique, de la pneumatique, de l'électronique, de l'automatisme, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, enfin, tout plein de métiers. On va venir interconnecter dans une machine d'emballage. Maintenant, on va mettre de la visio, de la traçabilité. Quand on parlait de modem, par exemple, une machine qui fonctionne, on prend la main à distance sur une machine, à l'autre bout du monde. Je dis, mais ça fait plus de 25 ans que nous, on met ça dans nos machines. C'est vraiment pas une révolution, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en même temps, ça s'est construit petit à petit avec tout plein de briques technologiques qui sont petit à petit en train de se créer. Et là, aujourd'hui, l'approche du numérique et de l'intelligence artificielle sont en train d'amener énormément d'évolutions sur la manière dont on est amené à penser nos métiers de demain, la valeur ajoutée qu'on a envie de créer et la manière dont on a la capacité d'accompagner l'envie de nos collaborateurs à nous suivre. Parce qu'il y a vraiment ça, c'est l'implication, c'est pouvoir trouver les talents pour qu'on puisse arriver à faire tourner nos boîtes. Et il faut qu'on puisse arriver à trouver vraiment l'histoire et le sens qu'on a envie de donner. Pourquoi on a envie de créer cette aventure-là, en fait? Nous, Timonier, ça a plus de 200 ans d'histoire. Donc au fur et à mesure, l'histoire s'est transformée. Elle a évolué. Et là, c'est de se dire comment est-ce qu'on a envie de créer les nouveaux chapitres. Parce que je pense que là, on n'est pas en train d'écrire le même chapitre. On est en train de créer les nouveaux chapitres. C'est plus difficile pour une entreprise centenaire, finalement, d'évoluer, de changer de modèle au fil de la mutation du monde? Alors, je pense que nous, on a la chance d'être encore petits. J'ai 90 collaborateurs, donc être encore très agile. Et puis, je dirais, ça fait partie vraiment de notre ADN en permanence de se réinventer. Nous, on fait de la machine spéciale. Donc, quand on a vendu une machine, le client ne le voit plus pendant 15 ans. Donc, on est obligé d'aller chercher un nouveau marché, un nouveau client, un nouveau pays. À partir de là, on est en permanence sur le besoin de se réinventer. Nous, notre marché, c'est que 15% en France, 5% de plus en Europe, mais 80% en dehors de l'Europe. Le marché, d'ailleurs, il n'est pas en France. C'est pour ça que mes concurrents ne sont pas français. Et donc, du coup, ils ont une structure de coûts et des contraintes que j'ai moi et qu'ils n'ont pas eux. Ce qui fait que moi, je ne peux pas me battre sur un aspect coût. Je viens me battre sur autre chose. Moi, je viens me battre sur l'innovation, principalement. Je viens me battre sur la capacité que j'ai à pouvoir accompagner le client dans l'outil de production qui va correspondre à son propre besoin pour être, le plus efficace. Donc, pour avoir un retour sur investissement qui va être le plus efficace possible. Et puis, un outil de production qui va pouvoir l'accompagner dans la durée. Parce que quand il va faire un investissement, ce n'est pas pour un one-shot qui va durer pendant 6 mois et qui va jeter à la poubelle. Nous, c'est vraiment de la non-obsolescence programmée ce qu'on fait. Donc, du coup, on fait des machines qui sont en capacité de suivre les évolutions marketing du client, qui peuvent être assez rapides d'ailleurs. Mathieu, je te vois acquiescer, il y a des mots que tu aimes bien, innovation, j'ai vu que tu t'aimais bien, effectivement. Non mais c'est intéressant face à des concurrents qui ne sont pas forcément ici et sur lesquels il faut trouver d'autres facteurs clés de différenciation et pour atteindre le marché. L'innovation, c'est une réponse? Absolument. Alors écoute, moi, il y a plusieurs mots dans le discours, Sylvie, qui me plaisent beaucoup. Parce que, alors nous, pour la transformation des entreprises industrielles aujourd'hui, on considère qu'il y a un carré magique qui va faire que les entreprises vont être résilientes et ça va faire les champions de demain. Et ce carré magique, il s'appuie sur 4 axes. Le premier, c'est la performance opérationnelle. Et finalement, quand Sylvie te dit on est obligé d'intégrer de l'intelligence artificielle, on est obligé d'avoir des process qui font que les machines, puisqu'on va les vendre une fois à un client, elles soient sur la durée extrêmement résilientes, performantes, etc. Bon, ça veut dire qu'il faut maîtriser son outil industriel de manière très précise. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, oui, l'innovation. Parce que si tu n'innoves pas quelque part, tu ne vas pas te différencier. Si tu ne vas pas te différencier compte tenu, et Nicolas l'a rappelé un peu ce matin, des coûts du travail en France, c'est quand même difficile d'avoir à la fin une proposition de valeur compétitive. Donc l'innovation, elle est au cœur. D'ailleurs, je demanderai sa dernière innovation à Sylvie, tu vas voir après, ça va être intéressant. Derrière, il y a l'export, parce que
pour avoir une industrie résiliente, si tu as ton usine et que tu n'es pas capable de l'alimenter parce que ton marché intérieur est un peu limité, bah, le mieux, c'est quand même avoir quelques clients aussi à l'export. Donc Sylvie, elle exporte. Hein, le groupe Témoigné, aujourd'hui, il a ses clients à l'export. Et le quatrième axe, c'est l'aspect décarbonation, comment je contribue aussi à réduire l'empreinte carbone de mes produits, de mes process, à maîtriser mes flux, etc. Donc ça, c'est vraiment les essentiels, ce qu'on appelle le carré magique, hein, pour nous. Et là, on a vu que chez Sylvie, dans ses obsessions d'entrepreneur, elle en a cité 3 sur 4. Et bon, si tu lui demandais sur les carbos, elle te dirait des choses. Et du coup, moi, je voudrais rebondir, Sylvie, parce que tu m'en as parlé hier, mais je trouve que c'est une belle histoire. Tu viens enfin de réussir à produire ce qu'on appelle, alors dans son jargon, j'ai mis du temps à l'apprendre, le doigt pack aseptisé. Le doigt pack aseptisé. Aseptique. Ça fait des dizaines d'années qu'elle y travaille. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là, ça y est, c'est live, tu passes à la production, à la vente. Sylvie? Oui, alors le doigt pack, ça a été inventé par mon grand-père en 1963. Il a déposé le brevet. Donc le doigt pack, c'est le fameux sachet soupe dont je vous parlais tout à l'heure qui tient debout. Mais après, mon grand-père a inventé le berlingot de Javel, la poche de perfusion, tout plein de trucs. Mais en particulier, sachet doigt pack. Et moi, quand je suis rentrée chez Timonier, donc c'était en 2002, déjà à l'époque, sur les salons, les industriels nous disaient, bon, alors le doigt pack aseptique, quand est-ce que vous avez une machine pour faire du doigt pack aseptique? Et la problématique de l'asepsie, c'est que ça n'autorise aucune trace d'un microbe qui pourrait se développer. Et en particulier, quand on emballe du lait, parce que nous, on emballe pas mal de lait pour l'étranger, quand vous emballez du lait en aseptique, c'est du lait que vous gardez à température ambiante, comme les briques, par exemple. Hein. Et là, le lait, dès que vous avez une bactérie à température ambiante, très très vite, elle se développe et après, vous avez un lait qui est absolument immangeable. Donc en l'occurrence, là, c'était de se dire comment est-ce qu'on pouvait arriver à garantir dans un doigt pack, donc avec un fond qui est soudé, qu'il n'y a pas une bactérie qui ne s'est pas coincée dans le fond et qui n'aurait pas été nettoyée à travers l'aseptisation. Et donc on a mis pratiquement 25 ans pour arriver à trouver une solution. Et là, on a la première machine qui est en cours de réception avec le premier client. Voilà, donc sur une vraie solution industrielle, rentable pour le client et qui pourra lui permettre d'être sur des produits, y compris des produits lactés aseptiques. Voilà. Félicitations. Du coup, après 25 ans, effectivement. Et ça n'est pas que moi, c'est l'équipe. L'équipe, effectivement. Et alors, du coup, j'en profite, oui. puisque là, ça m'avait été fait. Ça m'a été donné sur l'innovation. Il y a 200 ans d'histoire, parce que Timonier, l'aventure, elle a commencé en 1830 avec Barthélemy Timonier qui invente la machine à coudre. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout de machine à coudre. Mais quand généralement les jeunes ou moins jeunes viennent visiter le musée de la machine à coudre qu'on a à l'usine, moi je leur parle d'innovation et je leur dis il y a plusieurs types d'innovation. Parce que souvent quand on parle d'innovation, on pense qu'innovation de rupture. Et donc nous, l'innovation de rupture, forcément, on l'a eu avec mon grand-père quand on est passé de la couture à la soudure. Forcément, là c'est vraiment une rupture. Mais on peut aussi avoir de l'innovation qui est liée à un monde subi. Et en particulier, nous avons vécu les 2 guerres mondiales. Donc en l'occurrence, ça a plutôt été mon arrière-arrière-grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et qui ont dû réinventer complètement leur usine parce que tous les ouvriers étaient partis à la guerre. Tous les clients, ils n'achètent plus de machines à coudre. Les fournisseurs, ils livrent plus de matériaux pour faire des machines à coudre. Donc plus de marché, plus de fournisseurs, plus de clients, plus rien. Et avec les femmes des soldats qui avaient besoin de travailler pour nourrir la famille partant de guerre. Voilà. Et donc là, c'est complètement se réinventer. Ça a été des moments, comme tous les industriels français d'ailleurs, où on a fait des vélos, on a fait des moulins à café, on a fait des métiers à broder pour habiller les soldats et autres. Et donc en fait, là, c'est vraiment se dire, on repense. Alors eux, ça a été assez brutal. On repense complètement son modèle. Donc ça, et puis aujourd'hui, c'est plutôt l'innovation incrémentale sur laquelle on vient agréger des technologies différentes. Et puis pour rebondir sur ton dernier point, parce que moi ça me paraît tellement évident. La décarbonation. La décarbonation. Alors nous, l'éco-conception, ce mot-là, ça fait partie de l'ADN depuis toujours. Donc nos machines, c'est pas tant la construction de nos machines que l'utilisation de nos machines pendant 50-60 ans qui vont impacter la planète, entre guillemets. Donc c'est comment est-ce que nous, on conçoit pour que les machines utilisent le moins possible d'énergie, le moins possible d'entrants, le moins possible de produits qui sont utilisés pour la faire et l'utiliser correctement, le moins possible de produits de pièces qu'on aura besoin de changer ou autre. Donc nous, c'est vraiment de la non-obsolescence programmée depuis très longtemps. Et puis après, j'ai envie de dire pour les collaborateurs, cette approche, mais ça fait tellement partie de notre ADN, c'est même du non-sens. C'est du bon sens que d'y penser. Voilà.
Mais là, aujourd'hui, se dire, bah voilà, on va utiliser le photovoltaïque parce que ça coûte moins cher d'auto-consommer plutôt que d'aller acheter l'électricité à côté. On va regarder pour être économe sur la consommation d'eau sur les machines parce que ça ne sert à rien de le faire. Donc, on va récupérer de l'eau, on va la filtrer et puis c'est ça qu'on va utiliser pour tester les machines. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses. Voilà. Mais c'est plein de bon sens, quoi. Voilà, magnifique. Tu permets juste une question. La durée de vie moyenne d'une de tes machines? 50-60 ans, oui. 50-60 ans. Concevoir une machine qui va tourner 50-60 ans. C'est déjà la base de l'éco-conception. J'avais mon expert comptable quand on a commencé à bosser ensemble qui me fait... je ne sais pas si tu le sais, mais mon père avait dans son entreprise une des premières machines à souder par haute fréquence de timonier. Alors je fais, ça doit dater, du fin des années 40, quelque chose comme ça. Et il me dit, elle tourne toujours. Je lui dis, mais elle fait quoi? Et elle me dit, en fait, on sous-traite pour la Banque de France les bracelets qui viennent ceinturer les billets neufs qui sortent de la Banque de France et qui permettent de les accrocher ensemble. Et en fait, la machine, elle n'a jamais arrêté de fonctionner. Dingue. Incroyable. J'aimerais pour conclure ensemble, on parle d'accélérateur, tu en as parlé tout à l'heure Mathieu. Sylvie, comment tu as vécu toi ton programme accélérateur? Alors nous, on a eu la chance de faire partie du premier programme accélérateur PME de la région. Et en l'occurrence, moi, c'était très bien parce que ça venait s'inscrire dans une suite de programmes qu'on avait déjà fait avec la région, mais qui du coup venait ouvrir un peu plus largement les chances qui étaient données pour le chef d'entreprise de pouvoir prendre vraiment du recul. Alors déjà, des interlocuteurs hyper compétents en termes de formation, mais ouvrir les chakras sur des domaines larges, aussi bien de marketing que de finance, que de stratégie, que de management. Voilà. Donc un peu tous les différents points d'aspect qu'on va avoir besoin de gérer, en particulier en tant que patron de PME, où on est un peu au four et au moulin. Et même si on a des relais avec des managers, on a quand même quelque part de bien comprendre les tenants et aboutissants. Ça permet quand même d'écrire une feuille de route avec eux qui est un peu plus pertinente. Donc voilà, ça permet de réfléchir à tout ça et de prendre ce recul, ces programmes accélérateurs. Et puis du coup, à partir de là, c'est de commencer à travailler sur l'écriture de ces feuilles de route pour la suite. C'est bien résumé. Est-ce que c'est le témoignage que tu entends régulièrement sur le programme accélérateur? Toujours, toujours. Donc merci Sylvie pour ça. Est-ce que tu as encore des relations avec quelques-uns de tes camarades de promo Parce que toi, tu as été sur le PME Aura et un des premiers, je crois. Hein. Le premier. Le premier, oui. Le premier. Ils sont morts, tu les vois encore? Voilà, après, on a la chance en région Aura d'être, mine de rien, un monde de vikings. Donc, on se retrouve assez bien dans les réseaux les uns les autres. Donc, oui, j'ai gardé le contact avec un certain nombre d'entre eux. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, tu vois, tout l'accélérateur, le principe, c'est effectivement de prendre de la hauteur, de reposer un peu sa feuille de route stratégique et derrière, tout ce qui va bien derrière, voir quelle fonction je dois renforcer dans l'entreprise, qu'est-ce que je dois bouger dans mes process, comment je dois repositionner mon organisation pour aller vers là où je veux. Et tout ça, c'est du soft, c'est pas de l'argent, c'est que l'entrepreneur, l'entrepreneuse l'est bien posé, et donc ça, on l'aide. La partie formation sur des sujets qui te fait monter en compétences, parce qu'un entrepreneur, une entrepreneuse, contrairement au cadre exécutif dans une boîte, voilà, il n'y a pas de programme qui existe dans les grandes écoles qui forment des cadres. Et autant il y en a plein pour former des cadres, autant pour les entrepreneurs, pour leur parler. Parce que c'est pas la même chose de parler à un cadre que de parler à une entrepreneur, une entrepreneuse. Hein, c'est pas la même, c'est pas du tout c'est pas le même ADN. Donc ça c'est super important. Et la mise en relation qui est le principe du collectif, qui est de dire on est plusieurs à avoir la même problématique. Donc le partage est une force dans le fait de trouver des solutions. Ce réseau il est essentiel. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est à Big aujourd'hui aussi. C'est finalement l'expression ultime de la mission de BPI France aussi, de mettre en relation le plus d'entrepreneurs entre eux possible. Et il y a une bande dessinée qui est sortie aussi sur les accélérés et les accélérateurs qui viennent de sortir, qui s'appelle « J'ai décidé d'accélérer ». Voilà, il y a une bande dessinée. Voilà. Absolument. Et je crois qu'Aurélien, le dessinateur, est parmi nous, normalement. Voilà, il est là. Salut Aurélien. Merci Aurélien. Et j'espère, c'est le petit fascicule des accélérés. Hein, c'est le barbu là-bas. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que le métier a 10 ans, on a à peu près 5500 belles histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et que donc à un moment, il fallait essayer de le raconter dans un petit fascicule, et on espère que comme le livre de Mao, tout ça va se répandre, ces fascicules vont se répandre dans les entreprises,
pour faire savoir la bonne parole, parce que c'est un dispositif ultra efficace pour aider les entrepreneurs et les entrepreneuses français. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour ce partage. Mathieu, toujours un plaisir de t'accueillir sur notre scène du cercle. Voilà la bande dessinée des accélérés à lire évidemment. Avec plaisir. Sylvie, je te l'offre. Ah, voilà. Je te l'offre, Sylvie. Merci beaucoup à tous les deux. Et on va Merci maintenant parler biodiversité intégrée dans la stratégie d'entreprise. Et on accueille Hélène Quilien et Timothée Caillard qui nous rejoignent maintenant.